Quelle est votre réaction à ce que vous entendez de Christophe Rau? Est-ce que c'est, en fait, ce communautarisme, c'est une réaction à ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire à ces gens qui sont montrés du doigt? Non, mais c'est le discours habituel, c'est la culture de l'excuse finalement, c'est-à-dire on voudrait culpabiliser la France, culpabiliser les Français. Donc ça voudrait dire en clair que on a des gens qui commettent des atrocités en France, qui commettent des attentats islamistes, qui développent un communautarisme qui est totalement contraire à nos valeurs de civilisation et aux lois de la République. Et il faudrait les excuser parce que finalement ils auraient été pas bien traités par la France pour les embauches ou l'accès au logement. Tout ça est honnêtement un discours en profond décalage avec ce que vivent et ce que subissent et ce que ressentent les Français. Moi, je voudrais revenir sur la loi elle-même, le projet de loi en tout cas. Une loi, normalement, c'est fait pour l'action, c'est pas fait pour la communication. On voit bien aujourd'hui qu'on a Gérald Darmanin, qui est le ministre de la Communication, qui essaye de faire croire que La République En Marche va prendre le sujet à bras-le-corps. On parle de séparatisme comme quelque chose de théorique. On parle d'un séparatisme ou différentes formes de séparatisme sans nommer les choses. On est dans le déni. Il faut commencer par nommer les choses. Nommez-le. C'est l'islamisme. Il n'y a rien d'autre. Le seul séparatisme qui aujourd'hui menace la cohésion nationale, menace la sécurité des Français, c'est l'islamisme. Donc il répond à la question finalement. À mon avis, il est temps d'arrêter de raconter n'importe quoi. Donc c'est des règles qui sont faites contre l'islamisme. Si on est dans le déni et qu'on ne nomme pas les choses, on a encore moins de chances de résoudre les problèmes. Et ensuite, on assiste à une sorte de teasing un peu sur ce projet de loi. On ne sait pas encore tout ce qu'il y a dedans. On nous parle de certificat de virginité, ce qui est quand même lunaire qu'en France aujourd'hui, on ait des médecins qui acceptent de les délivrer et plus encore qu'il y ait des gens qui les demandent. On précise que jusque-là, ce n'était pas interdit par la loi. C'était refusé par le Conseil de l'ordre des médecins, mais ce n'était pas interdit par la loi. Et là, Gérald Darmanin voudrait que ce soit interdit. En réalité, on n'avait même pas pensé à mettre ça dans la loi, tellement c'était évident. Et évidemment, aujourd'hui, on constate que c'est une pratique qui est très développée. Et deuxième volet, la charte. Non mais est-ce qu'on est en pleine... Alors, on va prendre les points un par un. On va les reprendre un par un. On a un procès sur le Charlie Hebdo. Ouais. Est-ce que vous croyez vraiment que les frères Kouachi ou Koulibaly, s'ils avaient signé une charte dans leur association, ça les aurait empêchés de faire quoi que ce soit. Des attentats et quel garde il y a un séparatisme islamiste qui pose un problème majeur à la France. Majeur parce que non seulement c'est nos valeurs de civilisation qui sont bafouées, mais c'est la sécurité des Français, et notamment les plus modestes, qui est directement et quotidiennement menacée. Et donc si on n'est pas capable au départ, avant même de faire une loi ou un projet de loi, de définir le problème, il n'y a aucune chance, absolument aucune chance que ce soit résolu. Parce que ces dernières années, les gouvernements successifs, ils ont fait des lois. On nous expliquait à chaque fois que c'était la solution. Loi sur le renseignement, loi contre le terrorisme, etc. Ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que non seulement ils ne s'attaquaient pas à la racine du problème, mais qu'ensuite les lois ne sont pas appliquées. Je vous rappelle par exemple la loi, elle est un peu plus ancienne, sur la burqa de Nicolas Sarkozy, elle n'a jamais été appliquée. C'est tellement vrai que quand Redouane Faïd voulait se cacher, il se mettait en burqa, il était sûr de ne pas avoir de contrôle de police. Mais juste, Nicolas B, pour vous, en fait, le seul problème aujourd'hui concernant la sécurité, c'est l'islamisme. Ah, j'ai pas dit ça. On parlait du communautarisme et du séparatisme. C'est une question. Mais vous élargissez sur la question de la sécurité. Il est évident, la sécurité est de plusieurs natures. L'insécurité en France, il y a le terrorisme, il y a le communautarisme, il y a la question migratoire en amont, parce que tout le monde sait bien, si on veut essayer de lever un peu les tabous, que évidemment, s'il n'y avait pas une immigration massive, il n'y aurait pas d'islamisme, et que cette immigration massive a aussi généré un surcroît très important. Cette fois, c'est Christophe Rau qui soupire d'insécurité. En vous écoutant. Oui, mais c'est une réalité. Alors, on peut être dans le déni. L'avantage, c'est qu'on n'est jamais surpris. Pour les bars, par exemple, pour les restaurants, il y a des endroits en pratique interdits aux femmes. Est-ce que vous vous rendez compte, excusez-moi, de la régression, absolument considérable pour nos valeurs de civilisation? C'est une régression absolument majeure. Il y a un certain nombre de combats qui ont été menés depuis des décennies, et même parfois des siècles. Et dans la civilisation française et européenne, eh bien, le principe de l'égalité, de dignité et de droit entre les hommes et les femmes, il est consacré depuis des siècles. Eh bien, aujourd'hui, c'est remis en cause et vous l'acceptez. Parce que Christophe Rau, l'étape suivante, c'est des bus. C'est important. Il est chargé, on parle de sécurité aussi, qui est chargé de la réponse pénale dans notre pays, qui est dans le déni total, qui nous dit il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité, qui nous dit il n'y a pas d'ensauvagement, alors que de toute évidence, on a des actes d'une sauvagerie inouïe, une barbarie qui prospère dans notre pays. Quand vous avez une jeune femme aide-soignante qui est traînée sur 800 mètres, démembrée, devant ses frères et son compagnon, quand vous avez un chauffeur de bus... Et ça n'a jamais existé avant, ça? Non, mais... Ça, c'est tout nouveau? Non, je ne dis pas ça, je dis que ça augmente. Ça augmente et on assiste d'ailleurs au déconfinement aussi de la délinquance. Mais Gérald Darmanin a dit qu'il allait publier les chiffres de la délinquance chaque mois. Vous devriez dire bravo. Il faudrait déjà pas vouloir supprimer l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Est-ce que vous dites bravo à cette idée de vouloir diffuser les chiffres tous les mois? À condition que ce soit les bons.
Et là, j'ai un vrai doute. Parce que les statistiques du ministère de l'Intérieur sont souvent édulcorées pour une raison très simple et très technique, c'est qu'elles s'appuient sur le nombre de plaintes déposées. Et l'avantage de l'Observatoire de la délinquance, c'est justement, il s'appuyait sur un ensemble de faisceaux d'informations, y compris des informations dans la presse, y compris des acteurs associatifs, etc., pour essayer d'avoir une vision la plus exacte possible des actes délictuels et criminels dans notre pays, alors que Gérald Darmanin, il va faire de la communication électorale. On de toute façon, il peut faire n'importe quoi, vous n'aimez pas. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il vous dit on annonce les chiffres, vous dites ce ne sera pas les bons. Écoutez, en fait, chaque fois qu'il prend une mesure, vous dites de toute façon, c'est pas la bonne. C'est pas la question. Bah oui, c'est la question. Est-ce que non, c'est pas la question. Bah, c'est la mienne. On est 18 mois avant la présidentielle. Tous les mois, il va nous dire que la délinquance, ça va mieux. Et vous croyez que les Français vont le croire, alors qu'ils vont vivre, subir, souvent de manière extrêmement violente. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple concret. Nos équipes de CNews sont allées sur le canal de l'Ourcq à Paris, où les commerçants n'en peuvent plus des incivilités. On regarde le reportage et puis on en parle juste après. Armé d'une batte de baseball, le gérant de ce café le long du canal de l'Ourcq vient de chasser un homme agressif. Le monsieur a pris des cendriers, m'a menacé de me les jeter dessus. Je me suis senti en danger, donc j'ai voulu jouer à armes égales. Très souvent, c'est quand même beaucoup d'agressivité. C'est des soirées entières à virer des mecs qui volent dans les assiettes, qui veulent nous piquer la caisse. Il y a une tension incroyable. Une tension qui nuit au commerce. Le cafetier a remarqué une baisse de fréquentation dans le quartier. Même inquiétude pour ce propriétaire. Cet immeuble, je l'ai acquis il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, mes locataires s'en vont. Ils s'en vont tellement ils ont peur. J'ai été obligé de faire changer la serrure. On a mis une serrure de coffre-fort parce qu'auparavant, les gens à coups de pied réussissaient à rentrer dans le sas. Pour plusieurs habitants, la peur fait désormais partie du quotidien. Ma fille de 14 ans a peur, c'est-à-dire qu'elle a peur le matin quand elle part au collège. Et elle a peur le soir à n'importe quelle heure de la fin d'après-midi. Donc la plupart du temps, passé 19h, c'est moi qui viens la chercher. Comme plusieurs commerçants, la gardienne de l'immeuble ne se sent pas suffisamment protégée. Et la police, elle vient de temps en temps? Je l'appelle, mais elle vient même pas. Contactée, la mairie de Paris n'a pas souhaité réagir. Regardez la population carcérale, vous vous rendez compte qu'il y a un surcroît très important d'insécurité qui est généré par l'immigration massive, anarchique que la France a subie depuis 40 ans. Donc vous voyez bien, Christophe, que votre analyse n'est pas la même que celle de Nicolas Bay. Ça ne veut pas dire évidemment que toutes les personnes immigrées commettent des actes de délinquance. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'on n'aurait pas le même niveau d'insécurité, de délinquance, de criminalité si on n'avait pas subi cette immigration qui, de surcroît, n'a jamais été voulue par les Français et a été menée dans notre pays de manière totalement... Alors, on laisse répondre Christophe Roux de France Inter. C'est vrai que chez vous, l'extrême droite, vous n'êtes pas violent, vous n'avez jamais fait preuve de violence envers les gens. Dans les manifestations, il y a... c'est vrai que je suis pas d'extrême droite et je suis pas violent, mais je sais pas. Non, pas vous, pas vous à titre personnel, mais vos amis. Mes amis, quels amis? Vos amis, que ce soit de la violence physique, verbale, etc. On a l'habitude de vos méthodes. On a un débat sur un sujet où il y a des visions contradictoires. Quand on dérive, vous racontez juste n'importe quoi. On est dans le hors-sujet total. Et donc c'est un peu dommage parce que. C'est ce que vous faites, monsieur. Là, on parle de sécurité, vous nous parlez de prison. La question de la sécurité, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les solutions. Aujourd'hui, on vous écoute dans vos propositions, monsieur Bayal. Au-delà du constat, mais il faut essayer d'être d'accord sur le constat. Le problème aujourd'hui, c'est la chaîne pénale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui commet un délit ou un crime en France, il a souvent assez peu de chances d'être interpellé parce que la police ne dispose plus des moyens, des effectifs suffisants. Et ce n'est pas seulement la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est aussi Nicolas Sarkozy qui a supprimé 12 000 postes de police. Ensuite, une fois qu'il est interpellé, il y en a quand même qui sont interpellés, heureusement, et bien souvent, parce que la justice fonctionne avec cette culture de l'excuse dont monsieur est caractéristique, eh bien la condamnation n'est souvent pas à la hauteur de ce que prévoit le code pénal. Et ensuite, même quand il est condamné, la peine souvent n'est pas ou pas totalement exécutée parce qu'on a la surpopulation carcérale, qu'on a été incapable de construire les places de prison nécessaires. Quand on regarde la moyenne européenne, on devrait avoir 40 000 places supplémentaires. Elles ne sont pas construites. Il y en aura 2 000 à la fin du quinquennat. Donc emprisonnons. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que celui qui commet un délit ou un crime qui n'est pas en prison. Aujourd'hui, celui qui est condamné à 2 ou 3 ans de prison ferme, jusqu'à 3 ans de prison ferme, en général, il ne passe même pas une journée derrière les barreaux. C'est-à-dire, si, bien sûr que si, il n'y a pas de mandat de dépôt. Pourquoi? Parce qu'on est en saturation carcérale. Madame Belloubet, pendant le Et la prison, c'est la solution. C'est une des solutions. Quand vous voulez protéger... Quel est l'objectif de la prison? Allons au fond des choses. Il est double. Il est d'une part de sanctionner par la privation de liberté, il est d'autre part de protéger la société. Voilà. Et donc, c'est évidemment l'une des réponses importantes. Et si celui qui commet un délit ou un crime en France
eh bien, il a peu de chances d'être interpellé. Qu'ensuite, même s'il est condamné, il n'ira pas en prison. Eh bien, il n'aura pas simplement un sentiment, une impunité, il aura un sentiment d'impunité qui sera bien réel et qui fait qu'il va commettre à nouveau des Je vous propose, on va parler d'Éric Dupond-Moretti parce que...